Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel Hardy du Parti conservateur. J'arrête pas de le voir popper dans mes shorts. Le gars, il est sa coche, il talonne Mark Carney avec Brookfield, puis plein d'autres sujets qu'on discute avec lui aujourd'hui. Salut Gabriel, merci d'être là. Hey, on a vérifié ça avec Joey tantôt, juste avant de commencer le podcast, et ça fait 1 an demain que tu nous as parlé dans, dans le podcast. Fait que c'était presque 1 an jour pour jour après qu'on se Wow, soit c'est drôle ça. parlé. C'est Donc, cool. depuis, il a coulé parce qu'à l'époque, tu étais candidat. Ouais. Tu n'étais pas encore élu. Peut-être première question, comment s'est passé cette dernière année-là? Parce que c'est tout un changement de vie pour toi, là. Beaucoup d'apprentissage, puis c'est certain que, tu sais, comme entrepreneur, j'ai tout ce côté-là très business en moi, marketing du Parti conservateur, visibilité de mes idées, utiliser les réseaux sociaux pour faire valoir ce que je fais ici au Parlement, démocratiser la politique fédérale, parce que, évidemment, quand je suis arrivé ici, c'était un nouveau défi que je me lançais dans la vie, puis j'ai été très privilégié d'être élu. Mais je ne connaissais pas grand-chose en politique fédérale. Fait que là, tu apprends la machine. Fait que c'est énormément d'apprentissage. Mais je l'amène à la sauce et à la vision d'un entrepreneur. Puis j'essaie vraiment de faire en sorte que les gens s'intéressent à ce qui se passe au Parlement. J'essaie de vulgariser aussi, tu sais, un vote, comment ça se passe, un comité, pour que le monde au moins comprenne comment la machine fonctionne, qu'il s'intéresse à la politique, puis qu'après, ben, il puisse prendre avec le plus d'informations possible les meilleures décisions aux prochaines élections. Puis ça sera toujours le peuple qui va décider de ce qu'ils veulent avoir en bout de ligne. Écoute, la gestion de tes réseaux sociaux est vraiment sur la coche, sincèrement. Je dois dire, tu es probablement le conservateur québécois au niveau fédéral le plus en vue facilement sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est toi qui les gères toi-même ou tu as une équipe avec toi qui t'aide de ce côté-là? J'ai Étienne qui travaille avec moi, là, qu'on fait tout ensemble. Donc, les matins, on évalue c'est quoi, mettons, que j'ai fait dans la semaine. J'ai vraiment la chance, en plus, puis le privilège de me lever souvent en chambre, puis le parti me fait beaucoup confiance. Fait que j'ai quand même beaucoup de matériel à mettre en ligne. Fait que là, on fait nos choix. Qu'est-ce qui va être, mettons, le sujet de la journée avec ce qui se passe dans les nouvelles versus qu'est-ce que j'ai pu dire en comité, j'ai pu dire en chambre. Est-ce que j'ai un texte à partager? Puis on fait des tests. Hein, on essaie différentes heures de la journée, on essaie différents formats, différents textes. Hier, j'ai fait un texte d'opinion sur la sortie du premier ministre sur son vidéo. Donc, le but, c'est d'aller à la rencontre des gens, puis de voir c'est quoi la réaction, puis qu'est-ce qui marche le mieux. Parce que moi, je trouve que, contrairement, mettons, aux médias conventionnels, les réseaux sociaux vont te prendre quand tu es prêt. Fait que, tu sais, le monde qui travaille dans la vie, là, puis qu'ils ont les enfants à la maison le soir, il faut qu'ils fassent les devoirs, qu'ils préparent le souper. C'est peut-être à 9-10 heures le soir qu'ils vont avoir la chance, finalement, de commencer à s'informer. Peut-être pas à 5h30 sur Hmm. TVA ou sur Radio-Can ou un média conventionnel XYZ. Alors, je trouve que c'est une belle alternative. Puis j'essaie de voir ce que les gens préfèrent. Est-ce que c'est un texte? Est-ce que c'est, comme vous avez vu, mettons sur Brookfield, quand je fais des rapports, on travaille toute l'information, comment on la présente, qu'est-ce que les gens vont lire le mieux. Puis les différentes plateformes sont différentes aussi dans le sens que, mettons, X, tu ne peux pas publier de la même manière que Instagram ou Facebook. Fait que tu n'auras pas la même lecture, la même vision des choses. Fait que j'essaie aussi de voir ce qui marche le mieux à gauche, à droite pour que Ouais. l'information circule juste le plus possible, finalement. Ben justement, parlons-en un peu de Brookfield parce qu'il y a beaucoup de choses que. Avant l'élection, ça se jasait un peu. Bon, le potentiel conflit d'intérêts, la fiducie sans droit de regard, tout ça. Mais depuis, en fait, ce que beaucoup de gens remarquent ou se posent comme question, c'est qu'on dirait qu'on a de la misère à expliquer ce que fait le gouvernement sans avoir comme arrière-pensée. Coudon, c'est-tu bon pour Brookfield ou c'est bon pour nous autres, cette affaire-là, là? Je sais que toi, tu as creusé beaucoup ce dossier-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire jusqu'à présent du lien entre Brookfield et le premier ministre? Les potentiels conflits d'intérêts sont assez présents, puis sont assez présents de manière très régulière. Tu sais, quand tu regardes les grands projets du gouvernement, on dirait clairement qu'ils ont pris dans le catalogue des entreprises de Brookfield.
Puis quand tu te mets à creuser un peu, tu te rends compte, puis ça, c'est pas nous qui l'invente, là, c'est carrément un des hauts dirigeants de Brookfield qui est venu témoigner sur notre comité pour dire, ben quand Brookfield fait de l'argent, le premier ministre s'enrichit. Alors, c'est certain que ça pose un grave questionnement. Est-ce que la personne, puis là, tu peux le voir des deux bords, est-ce que la personne utilise l'appareil étatique pour s'avantager ou est-ce que la personne fait juste suivre ce qu'elle croyait déjà pour maintenant utiliser l'argent des contribuables pour prendre le risque, puis en bout de ligne, continuer son plan qu'il faisait dans le privé? Ces deux Les deux options-là cas, c'est sont pas bien pas... bon. Là. C'est ça. C'est ça, mais les deux options sont potentiellement vraies. C'est-à-dire Mhm. que si d'un côté, qui serait un côté très négatif, puis ce côté-là de conflit d'intérêts potentiel, de dire, ben on a un premier ministre qui est allé en place en pensant plus à son après-carrière qu'à l'intérêt des Canadiens pendant le temps qu'il est là, et donc qui prend des décisions pour s'avantager, ça serait un grave problème. Et donc, si, exemple, on prend cette avenue-là, bien, le comité d'éthique, qui est l'éthique parlementaire, et les lois qui régissent les députés, les ministres et le premier ministre, qui est le plus haut des ministres, ben, on devrait adapter pour être sûr que si c'est ça la narrative possible, qu'on l'évite au Canada ou qu'on n'aille pas une autre personne qui se présente qui finalement vient penser à son après-carrière en utilisant l'appareil de l'État. De l'autre côté, si c'est une personne, puis là, comprenez-moi bien, quand on pose des questions au commissaire puis on fait relever l'information, le but, c'est d'améliorer les lois canadiennes pour protéger les Canadiens de ce potentiel conflit d'intérêts-là. Si on va de l'autre côté puis on se dit, ben, on a en place un premier ministre qui fait juste continuer à croire à ce qu'il faisait dans le privé, mais en l'amenant maintenant avec l'appareil étatique, ben, on a un autre problème qui se pose. C'est-à-dire qu'on prend l'argent des contribuables, dont les fonds de pension, puis on les investit comme s'ils faisaient dans le privé, mais maintenant en étant à la tête d'un gouvernement. Donc, c'est le risque de l'argent du public. Puis là, tu regardes, mais c'est qui va avoir le reward, le retour sur investissement? Bien là, on peut bien dire, oui, mais ça va être payant pour le Canada. Oui, mais les réflexes sont tout le temps d'envoyer ça vers les grosses entreprises élitistes avec qui il est habitué de faire affaire. Ça aussi, c'est un problème. Donc, le but du comité, c'est vraiment d'améliorer les lois canadiennes pour s'assurer que dans chaque décision, c'est l'intérêt des Canadiens et des payeurs de taxes qui est mis en premier. Les Québécois, les Canadiens qui payent à tous les jours des taxes et des impôts, là, bien, il faut qu'en bout de ligne, ça soit le meilleur retour pour investissement pour eux. Et c'est là que tous les conflits, des fois, apparaissent. Je donne un exemple sur le campus de l'Agence spatiale européenne. Le Canada a tout le temps investi dans le campus de l'Agence spatiale européenne. Mais pourquoi, depuis que c'est le premier ministre Carney, il a investi 10 fois plus cette année que toutes les autres années avant? Et là, on réalise que 50% du campus est détenu par Brookfield. Pourquoi, là, cette année, soudainement, on fait x10? Ces questions-là sont légitimes, puis il n'y a jamais de réponse. Ouais. Puis, tu sais, j'ai regardé une couple d'interventions que tu avais sur le comité d'éthique. Je ne sais pas à quelle fréquence vous vous réunissez, puis jusqu'à quel point tu as un accueil qui est intéressant, mais de temps en temps, on sent qu'on n'aime pas beaucoup entendre tes questions ou tes réponses. On essaie quand même de te couper beaucoup la parole avec diverses interventions qui sont un peu, parfois, loufoques, là, pas en lien avec le sujet. Comment tu qualifierais le fonctionnement de ce comité d'éthique-là depuis le début? Bien, il y a deux choses. C'est-à-dire que j'ai vraiment un grand privilège d'être sur un des rares comités depuis le début du Parlement qui est présidé par un conservateur. Donc, sur les comités, ce que j'ai appris ici, c'est que ça dépend quel comité que tu vas être. La plupart, je pense qu'il y a 3 comités au Parlement fédéral qui sont présidés par des conservateurs. Donc, c'est l'opposition qui est en charge du comité versus la plupart sont présidés par des libéraux. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est en cas d'égalité, le président vote. Mm-hmm. Et donc, dans ce cas-ci, bien, on avait plus de chances de faire passer nos intérêts ou nos questionnements parce qu'on avait la majorité du vote. Là, ça va changer à partir de la semaine prochaine parce que McKinnon l'a annoncé hier. Ils vont remettre, ils veulent rebalancer les comités. Là, sont rendus au pouvoir total. Fait que là, on n'aura plus cet avantage-là qu'on avait depuis un an déjà. Ça, c'est un des impacts de la majorité libérale de ce côté-là. C'est bien de le mentionner parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, que ça a des impacts concrets comme ça, le fait de passer de majoritaire à minoritaire. Là, ils prennent le contrôle des comités. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a de quoi qui va vouloir passer, bien là, eux autres vont être capables de voter à la fin. Ils mettent une motion, puis à la fin, le vote va pencher tout le temps du côté libéral. Donc,
ce que j'essaie de faire depuis un an, d'informer le plus possible la population, va être encore plus important dans les 3 prochaines années-ish, là, si on se rend à la fin du terme. Parce que sinon, je veux dire, les libéraux font ce qu'ils veulent maintenant. Ils sont majoritaires. Ils passent tout ce qu'ils veulent. Puis, le premier ministre s'est présenté 30% du temps à la Chambre des communes. Imaginez-là, il n'était même pas majoritaire. Imaginez-là, genre, il n'y a même plus besoin d'être là. Ça va tout le temps passer de leur côté. Fait que, On savait que quand Trudeau, tu il me n'y allait poses... pas beaucoup, mais Carney, c'est pire, autrement dit. Ouais, non, Carney, c'est terrible. Donc, là, mettons, on revient sur ta question. Là, il y a 2 choses qu'on a vécues. Depuis 11 mois, on pose des questions, on amène des témoins, puis la révision de l'éthique parlementaire était clairement une intention des conservateurs de dire attendez une minute, là, il y a des potentiels conflits d'intérêts, il faut qu'on en parle, puis là, il faut qu'on débatte là-dessus. Fait que c'est sûr que du côté libéral, ils n'aimaient pas ça parce que nous autres, on était comme hey, wow, là, vous allez venir répondre aux questions. Puis du côté libéral, c'est toujours ben voyons donc, là, faites-nous confiance, là, on est là pour les bonnes raisons, puis on prend les bonnes décisions. Tu sais, c'est comme si depuis que M. Carney est débarqué, c'était le sauveur qui est venu effacer les péchés des libéraux depuis 11 mois. Il n'y a plus rien qui existe. Et là, ils nous disent ouais, mais là, on a besoin d'un économiste là, pour les temps présents. Mais crime, vous aviez un prof de théâtre, puis vous étiez en train de le défendre de la même manière qu'aujourd'hui un économiste. Vous êtes la même gang. Mais là, c'est parce que ça fait votre affaire que ce soit l'économiste qui est là. Ce qu'on a vécu dernièrement, puis ça, c'est ce que j'imagine ta question est plus posée là-dessus, c'est ce qu'on appelle au Parlement du filibuste. C'est-à-dire que quand tu ne veux pas aller à un vote, tu vas lever ta main pour dire « j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire ». Fait que là, le président, il n'est jamais capable d'appeler le vote parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et là, ils se sont mis à filibuster parce que nous, on demandait, dans le cas du conflit d'intérêts perçu, en tout cas, d'un ministre qui dit s'être récusé, mais qui a voté, défendu, débattu, répondu à des questions au Sénat. Il a fait la promotion du projet de TGV, mais en septembre, il était supposé s'être récusé. Puis une récusation, là, c'est pas nous qui décident c'est quoi la définition. Là. Le ministre Champagne a écrit au premier ministre, puis il a dit « il faut que je me récuse parce que ma femme est haut placée chez Alto ». Fait que là, on n'est pas au courant au comité, personne ne nous l'a dit. Et là, on apprend, plusieurs mois plus tard, qu'il s'est récusé. Puis là, quand on regarde le backlog, on dit « voyons, attends une minute, là tu as voté là, tu as défendu là, tu es allé au Sénat, tu as fait la promotion du projet, comme... » Bien là, si tu es récusé, tu n'es pas supposé être au courant du projet, tu n'es pas supposé intervenir dans le projet, tu n'es pas supposé faire partie du processus, tu t'es récusé. Puis la définition, je l'ai dit au Parlement la semaine passée, une récusation, c'est que tu te retires d'une affaire par conflit d'intérêt ou par incompétence. Fait que là, tu sais, lequel des 2 côtés ils veulent choisir, les libéraux, à eux de décider. Mais dans les 2 cas, c'est soit que tu as un conflit d'intérêt ou soit que tu ne connais pas ton affaire et tu ne devrais pas être impliqué. Et là, ben quand c'est sorti, on a juste dit, ben on va le faire venir au comité d'éthique pour comprendre qu'est-ce que l'éthique n'a pas été respectée. Et là, les libéraux se sont mis à filibuster puis à tu sais, là, ils font un discours. Moi, là, que tu débattes ton point de vue, c'est correct. Tu prends 15 minutes pour me dire que tu débats ton point de vue, tu fais l'analyse, c'est correct. Mais quand tu finis en disant « remets-moi ça à la liste », puis « remets-moi ça à la liste », puis « remets-moi ça à la liste », parce que là, à un moment donné, c'est pourquoi, là, on t'a entendu. Ouais, c'est d'empêcher le processus, c'est ça. Bon, donc là, ils ont retardé pendant 17h30 le processus pour être sûr que le ministre ne débarquait pas, que le commissaire à l'éthique n'ait pas témoigné, puis que le président d'Alto n'ait pas témoigné. Ça, c'est-tu 17 heures en continu, ces affaires-là, ou c'est sur quelques jours? Ça repart, c'est-à-dire que là, évidemment, il faut que tu respectes les heures de travail des fonctionnaires qui travaillent au Parlement. Là. Fait que, à un moment donné, on finissait, il était 9h30, 10h le soir. Là, la chambre fermait, tous les traducteurs, le monde qui travaille, il faut qu'ils s'en aillent chez eux. Puis là, ben, on recale un meeting le lendemain. Mais là, ce qui était drôle dans l'histoire, c'est que... Mais là, il ne devait rien dire dans ces interventions-là. C'est quoi? Dans ces interventions-là, il ne devait rien dire. En réalité, ça devait être plate à mort à écouter. Il nous parlait de la pluie puis du beau temps. On a entendu parler de l'autoroute 50. En fait, il faisait un procès d'intention en disant « Vous autres, les conservateurs, vous voulez juste faire ça pour faire dérailler le projet. Et c'est un projet que tous les Canadiens sont derrière. Fait qu'arrêtez de niaiser. » Puis là, on était comme « Non. Ah ouais, ça sort de où, ça? Il s'est récusé. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est lui qui s'est récusé puis il ne l'a pas respecté. Donc, quelque part, on a le droit de poser des questions. Mais pour eux, non. C'est des questions inutiles. Mais là, 17 heures de temps, là, c'est long en tabarnouche. Et ce qui était drôle là-dedans, là, c'est que, tu sais, mettons, le président dit « Bon, on va faire un meeting le lendemain. » Mais là, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il était obligé de se présenter pour parler.
Là, ils ont commencé à dire, ça n'a pas de bon sens, là, vous mettez des meetings à moins de 24 heures, nous, on a des choses à faire, mais t'es comme, hey, t'as juste arrêté de parler, puis on va voter, genre, puis ça va passer. Mais ils ne voulaient pas. Fait que ça a duré 17 heures. Et là, finalement, lundi, on a réussi, à force de négociation, puis honnêtement, moi, je regardais ça, puis j'étais comme, tabarnouche, c'est n'importe quoi. Il n'y a personne dans le privé qui peut faire ça, là. Je veux dire, tu perds ta job, c'est tout de suite, là. Mais là, on a accepté de négocier pour ne pas faire venir Alto, là, qui est leur gros problème, c'était ça. Fait qu'on va avoir le ministre Champagne qui va venir témoigner, puis on va avoir le commissaire à l'éthique. Fait que là, ça, on va l'avoir normalement là, dans les semaines à venir, puis on va être capable de poser nos questions. Fait que, Mais on là, a on gagné ça. parle d'un projet de centaines de milliards de dollars, là. C'est le gros projet au Canada. Alto est directement lié à ce projet-là. Puis, je regarde les nouvelles au Québec par rapport à ce sujet-là, puis toute la dynamique. Tu sais, Frank a mis une image tantôt du National Post pour l'illustrer. Pourquoi ça ne lève pas au Québec, ce sujet-là, sérieusement? Parce que ça me semble être un sujet qui est important. D'habitude, les gens n'aiment pas ça, ces histoires-là d'apparence de conflit d'intérêts puis de collusion Ouais. potentielle. Les gens Ça, n'aiment pas ça ça pantoute, là. rappelle un peu tout ce qu'on a vécu au Québec à l'époque Fitzgibbon. Là. Tu sais, les blâmes de la commissaire à l'éthique, ouais, il rencontre des gens. Quand il va à la chasse, oups, ce gars-là, il était dans une business qui a reçu une subvention du gouvernement. Tu sais, puis des fois, le concept du conflit d'intérêts, c'est pas juste qu'il y a un conflit d'intérêts, c'est qu'il y a une apparence de conflit. Oui. C'est ça qui est très important. C'est que même s'il n'y en a pas, à un moment donné, quand les choses paraissent très mal, un peu ce que tu disais de l'exemple que tu donnais tantôt, là, on a fait x10 à l'argent qu'on met dans quelque chose, t'arrives, oups, c'est Brookfield qui est en arrière. Même si Carney est zéro impliqué là-dedans, qui n'est pas au courant ou que c'était déjà prévu, il y a quelque chose qui paraît mal là-dedans. À sa face même, tu vois que ça paraît mal, ça donne une mauvaise image du Canada, ça donne une mauvaise image de l'intégrité du politique, puis ça, c'est à prendre en compte aussi. Mais la transparence, là, encore une fois, on est dans un moment où est-ce que je pense que la population perd de plus en plus confiance dans nos institutions, regarde les parlements. Moi, ça fait un an que je suis là. Tu sais, moi, c'est drôle quand je lis des commentaires, puis vous autres, les politiciens, je suis comme gang. Moi, il y a un an, je suis encore préparateur physique, propriétaire d'un gym. Tu sais, je ne suis pas un politicien, je suis un gars en politique. Fait que, tu sais, mais l'idée, c'est qu'aussitôt que tu rentres dans le Parlement et tu te mets une cravate, là, tu deviens un politicien. Et là, les gens ils ont l'impression qu'on n'est pas là pour leurs intérêts. Ça, là, fondamentalement, c'est un problème avec la démocratie. Ah oui. Il faut absolument qu'on regagne la confiance du public. Puis dans toutes les crises, la première chose à faire, c'est de corriger à l'extrême. C'est-à-dire que, tu sais, si je m'en vais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à gauche, si tu veux revenir au milieu, tu ne peux pas juste aller un peu moins à gauche. Il faut que tu ailles vraiment, vraiment beaucoup à droite. Puis à un moment donné, les gens, oh, OK. Fait que la surcorrection qui est demandée, c'est de trouver le moyen d'arrêter d'avoir des apparences de conflit. S'il y a une apparence de conflit, tout de suite, tu devrais être super transparent, expliquer aux gens pourquoi tu as pris la décision pour qu'au moins les gens le sachent. Mais là, c'est des dizaines de potentiels conflits d'intérêts qu'on voit à chaque semaine, notamment avec Brookfield tout le temps impliqué. Tu sais, je vous en donne un autre, là, Accenture avec Curam. Tu sais, le Curam, là, c'est un projet, c'est fou, là, les dépassements de coûts de 5 milliards. Tu sais, oh, on vient de dépasser les coûts de 5 millions, on l'a échappé. On l'a échappé de 5 milliards, on est bien désolé. Puis là, tu vas voir, puis tu traques un peu, puis tu te rends compte que IBM, qui est ceux qui font Curam, eux autres vont donner tous les emplois, ils les envoient en Inde pour que ça soit sous-contracté là-bas, ça coûte moins cher. Mais toute la gang de Accenture qui reçoit ces emplois-là, c'est le plus gros locataire de Brookfield en Inde. Là, tu es comme, c'est quoi les chances? Tu sais, c'est quoi les chances là, que ça soit tout le temps Brookfield qui est dans l'équation quelque part? Mais si c'est juste parce que Brookfield est impliqué partout, donnez-nous pourquoi vous avez donné le contrat là-bas. C'est quoi les raisons qui ont fait en sorte que vous avez pris cette décision-là? Puis une fois que c'est fait, après ça, là, écoute, si c'est factuel, que c'est solide, puis qu'entre trois grosses entreprises concurrentes, vous avez pris la plus compétente à un prix abordable ou à un prix concurrentiel, on n'a rien à dire. Ça veut dire que vous avez pris une décision pour l'intérêt et de la performance et des Canadiens. Mais à chaque fois qu'on pose une question, c'est hey, là, arrêtez, vous êtes conspirationniste. Le point n'est pas là. Les Canadiens doivent connaître, les Québécois doivent être au courant. Puis pour revenir à ta question, pourquoi le TGV ne pogne pas? Ça devrait être un projet épouvantablement populaire. Parce qu'on parle d'expropriation, on parle de terres agricoles, on parle du plus gros projet de l'histoire du Canada. C'est fou, là. 90 milliards au bas mot. En Californie, présentement, là,
sont rendus à 300 milliards pour un chemin qui est plus court que ce qu'on va faire, puis ils n'ont pas fini. Nous, on est tellement efficace là, que ça va juste coûter C'est 90. Ben non, ah ça ne non. coûtera pas juste Ah non, c'est 90. incroyable. Écoute, Gabriel, je sais que tu dois y aller parce que dans pas longtemps, parce que tu as une rencontre de caucus, justement, mais tu parlais de cynisme. On n'a pas le choix de te poser la question. Nous autres, dans les dernières semaines, on disait, je pense que ce qui alimente beaucoup le cynisme dans la population, la perte de confiance, c'est de voir un gouvernement qui se tricote une majorité en crousant des députés pour essayer Ouais. de les attirer. Nous, on voit ça de l'externe. De l'interne, c'est quoi ton. Tu sais, je sais que tu peux pas dire des choses qui sont confidentielles, mais toi, comment tu le vis, ça? Tu te faisais-tu creuser dans les corridors? Parce que nous autres, l'impression qu'on a, c'est que la gang à Carney se promène dans les corridors puis qui offre quasiment des cartes cadeaux aux députés pour qu'ils traversent la chambre, là. Il y a quelque chose qui. Puis si. Tu sais, on parle de la confiance dans les institutions, puis ça, je pense que c'est vraiment mauvais. Là, on s'enligne dans un contexte où les gens commencent à dire de toute façon, pour qui tu votes, ça ne change rien. Ils vont traverser la chambre rendus là-bas. Ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de conviction. C'est dur d'en vouloir aux gens qui pensent ça. Là. Ben, encore une fois, tu sais, la narrative médiatique, aussitôt que ce genre de choses-là arrive, puis il y a plusieurs éléments dans ta question, là, puis je vais y répondre, là, mais le premier réflexe, c'est d'accuser le chef du Parti conservateur. Ah, il n'y a pas de leadership, tu vois bien que son monde s'en va, puis tout ça. Puis moi, je trouve ça drôle parce que c'est vraiment la narrative médiatique qui sort, pas le fait que un gouvernement fait de l'œil à des députés sans vouloir passer par la démocratie, ne respecte pas le droit de vote qui est fondamental dans une démocratie. Tu sais, ça, c'est comme si, non, mais lui, il fait sa game, c'est de la faute de l'autre. Puis là, tu regardes tous les transfuges qui ont eu lieu, le timing des transfuges, puis tu commences à réaliser qu'encore une fois, il y a potentiellement un genre de stratégie assez bien calculée. Les transfuges ne transfèrent pas quand ils veulent, là. C'est clair là, quand tu regardes le timing. C'est tout le temps 5 à 6 semaines. Ça suit une annonce qui était limite par les libéraux qui aurait peut-être moins passé. Fait qu'on veut dériver l'attention vers un autre sujet. On tombe dans le temps des fêtes. Le Parlement va être fermé 6 semaines. Boum, on va aller en mettre un juste pour être sûr qu'on ne parle pas du constat libéral depuis le début. On va parler du leadership du chef de l'opposition qui, soit dit en passant, depuis qu'il est rentré en poste, les médias veulent sa tête. Fait que, je veux dire, la journée 1 qui est devenu chef, il fallait qu'il débarque déjà. Fait que, aujourd'hui, ça ne change pas. Puis là, tu regardes la dernière transfuge, Gladu, ça faisait 1 mois que Pierre Poilievre faisait tout bien. Et même quand CBC Radio-Canada va dire, ben, il a fait un sans faute. Tous les podcasts qu'il a donnés, il était right-on, il a respecté le premier ministre en sol étranger, il est allé chercher l'opinion publique américaine pour essayer de faire une pression indirecte sur les décideurs. Il est allé en Europe donner des conférences qui ont été comme « Wow, quel speech! » À Toronto, il est allé même à Diary of a CEO. Il a fait un sans faute. Et là, tu voyais, la narrative est en train de changer un peu. Crime, M. Poilievre, as-tu changé? Es-tu rendu plus positif? Un ton plus calme, plus constructif? Et là, les libéraux prennent des idées conservatrices. Et là, bam! Là, finalement, un transfuge la semaine d'après, même pas le lendemain. Pierre Poilievre est-il encore l'homme de la situation? Puis, t'es comme gang. Ça fait 1 mois qu'il fait un sans faute, comme vous regardez, puis vous le dites vous-même. Mais encore une fois, la stratégie libérale embarque. Alors, moi, ce que je trouve là-dedans, pour finir sur ma longue réponse à ta question, c'est qu'on n'accuse pas assez les libéraux de manquer de respect à la démocratie. Puis Mme Gladu a donné un speech, je pense, 2 semaines avant de traverser, en disant que si tu es pour faire ça, démissionne de ton... Pas démissionne, excuse-moi. Relance des partiels pour laisser le choix à la population de décider. Ils veulent-tu un rouge, ils veulent un bleu marin. Puis quand tu ne fais pas ça, tu ne respectes pas tes citoyens. Mais encore une fois, c'est dans les détails que tu vois vraiment les éléments qui se passent pour vrai. C'est des petits détails. Mais une des premières entrevues qu'elle a données, parce qu'elle a démissionné, elle est partie, elle a transféré, puis 2 jours après, elle est à la Convention libérale à Montréal. Et là, elle se fait poser la question, puis elle dit écoutez, moi, depuis que je suis là en 10 ans, j'ai souvent écrit des lettres au ministre de l'Habitation et tout ça. On a des grands projets chez nous, jamais eu de retour. Et là, c'est spécial, parce que lundi, j'ai une rencontre avec lui pour voir comment on est capable d'investir dans ma circonscription. Non, franchement. Tabarnouche, gang. Je veux dire, les médias, s'il vous plaît, si ça, c'est pas de la corruption, je sais pas c'est quoi. Parce que là, la députée elle-même qui vient de transférer dit que depuis que j'ai transféré, l'argent des contribuables va débarquer chez nous.
Voyons, Ah, ça, tabarnouche, c'est c'est un, quoi cette histoire-là? Ah, Tu sais, ça, c'est un ça des grands envoie le principes. message votez libéral, sinon vous n'aurez jamais d'argent. Ben exactement, parce que ça, c'est un des grands principes de nos démocraties. D'un coup, les élections sont finies, les premiers ministres et les ministres deviennent les ministres de tous les Canadiens. Donc, Ouais. éventuellement, si toi, tu as un enjeu précis dans ton comté, tu devrais avoir la même écoute du ministre responsable qu'un libéral, d'une certaine façon. Là. Parce que les gens dans ton comté, même si ont voté conservateur, c'est des Canadiens. Oui, exactement. Puis l'argent que tu reçois n'est pas l'argent de la circonscription libérale qui monte à toi pour être redistribué. C'est l'argent de toutes les circonscriptions au Canada, de tous les Canadiens qui payent des taxes et impôts. Alors, c'est pas vrai que les grands projets sont seulement dans des circonscriptions libérales. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis, oh, mais pourquoi on a tout le temps la narrative de ce qui fait les nouvelles, c'est le problème de leadership qui est attribué à Pierre parce qu'il y a un transfuge, au lieu de dire attendez, là, on a un gouvernement qui fait de la business avec l'argent des contribuables, qui Exact. s'achète une majorité en faisant des offres par en arrière à des députés, puis ils ne respectent pas le choix des électeurs. Et là, c'est comme, non, 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 ça c'est correct, là, nous, on fait ça pour les bonnes raisons. Alors, cette question-là, moi, je pense qu'elle est légitime. Puis aujourd'hui, on a un gouvernement majoritaire, pour la première fois dans l'histoire, qui a utilisé des transfuges pour gagner. Là, on va dire, non, non, il y a eu ces 3 élections les dernières. Non, les 4 ou 5 transfuges, là, tu sais, Mme Iglout, là, c'est 6,5 milliards qui va tomber au Nunavut. Il n'y a aucun lien. Ouais, là, OK, je comprends, Non, c'est ça, il n'y a rien aucun d'officiel, lien. pas de papier signé, mais faisons les calculs un peu, puis regardons encore une fois les dates, les annonces qui ont été faites de manière très intense, et oups, soudainement, à transfert. Ouais. Et là, à transfert, avec une grande fierté d'aller s'asseoir jour après jour, quand le ministre Champagne n'est pas là, à descendre, parce qu'elle s'en va à côté du premier ministre. Ouais, Je ne sais pas si tu le sais, fille, mais ils n'ont pas voté pour ça, tes citoyens, là, parce qu'ils ne l'aimaient pas, ce parti-là. Et là, soudainement, aujourd'hui, des milliards plus Ouais. tard, tout le monde est aligné. Ça, c'est de faire de la business avec l'argent des contribuables sans respecter le droit de vote fondamental de la démocratie. Ouais, ça va être à surveiller. Peut-être qu'au Nunavut, il y a des affaires à faire pour Brookfield. Tu te mettras, Regarde, je là-dessus. vais t'en donner une chose OK. très, très claire qui, encore une fois, est très spéciale. OK? Rarement dans l'histoire du Canada, et je pense que c'est la première fois qu'on a autant été en Chine de manière très raccourcie. Et soudainement, on a une route qui va s'ouvrir de Isaac Lake, qui va coûter 1,2 milliard à construire et qui mène où? Là, je ne parle pas du grand projet du développement du Nord, je parle juste de cette route-là. Mais à la fin de cette route-là, c'est 2 mines qui sont détenues par le gouvernement chinois. Et là, tu te dis, attends, pourquoi on est en train de développer une route aux frais des contribuables canadiens pour que la route mène à des mines qui sont détenues par le gouvernement chinois à 78 % pour des minerais rares, qui est une denrée excessivement riche qu'on a besoin présentement. Et là, tu peux faire l'historique. Là, je vais vous faire ça vite, vite. En 2009, quand Harper était dans la crise, la grande crise économique, il a donné l'acceptation que cette mine-là soit vendue à des intérêts chinois en prenant le bet, parce qu'il n'était pas super favorable à l'idée, mais il a pris le risque de dire, bien, s'il développe les infrastructures, le Canada aura gagné au change. Et ils ont fait 0 pin bar. Et aujourd'hui, la mine va être développée seulement parce que le Canada a décidé de payer une route pour s'y rendre. Alors, on paye les infrastructures et on enrichit, donc dans la balance des inconvénients, on n'est pas gagnant. M. Harper l'avait accepté à l'époque parce que c'est une mine qui était détenue par des intérêts étrangers, elle a voulu le vendre à la Chine, puis le Canada avait son droit de veto. Et il s'est dit, bien, si on le fait, au moins on aura des infrastructures qui vont rester pour les Canadiens. Et finalement, la Chine n'a rien fait pendant 15 ans. Et aujourd'hui, c'est le Canada qui débarre la porte en disant non, pas de problème, on va payer nous autres votre route. Fait qu'on va payer les infrastructures, puis en bout de ligne, c'est la Chine qui va ramasser les minerais. Tout ça aux frais des contribuables. Et ça, ben, pour nous, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Gabriel, c'est super intéressant de t'avoir. J'aime beaucoup te faire les liens avec Brookfield, qui est des conflits d'intérêts apparents, mais l'autre narratif qu'on voit beaucoup, qui est en trame de fond au Canada, c'est la Chine, justement, que tu parles de ça en fin du podcast. Je suis quand même assez content parce qu'on le sent, les Chinois veulent venir fucker le chien avec les États-Unis, puis c'est plus facile de rentrer par le Canada que les États-Unis direct pour eux. Puis on dirait que ça fait partie de beaucoup de... Nouvel ordre mondial à laquelle Carney ne se cache pas. Il veut faire partie des premiers joueurs du nouvel ordre mondial. À l'aube d'une négociation avec les États-Unis sur l'apport de libre-échange, il fait un discours la semaine passée très clair sur le fait que
c'est brisé avec les États-Unis, que les actions font en sorte que X, Y, Z. Le Mexique est autour de la table présentement en train de négocier avec les États-Unis, puis pas le Canada. Imaginez ça, là. C'est Le fou, plus là. drôle, le plus drôle de son affaire, c'est qu'il nous fait une vidéo pour nous dire les liens avec les États-Unis sont brisés, il faut se retourner vers le Canada. Au lieu de faire ça dans une entrevue à CBC, il fait ça sur YouTube, une plateforme américaine. Tu sais, à quel point, parce qu'il considère que ces outils-là sont meilleurs pour parler à la population. Tu vois bien que tu sais, l'exercice en lui-même nie ce qu'il essaye de dire. Il y a Exact. quelque chose Ouais. d'absurde là-dedans. Là. Puis Il y a ce qui quelque chose était de vraiment vraiment absurde. inquiétant, à mon avis, c'est cette poursuite-là d'être aux premières loges du nouvel ordre mondial et l'ouverture vers le nouvel ordre mondial et un discours qui dit rien. Parce qu'il y a un an, il disait qu'on était dans un état de crise et que des actions, en anglais, ils disent bold action, hein, des actions d'envergure doivent être prises. Et on doit bouger à un rythme, on doit construire à un rythme jamais vu au précédent et bouger rapidement. On est un an plus tard, zéro projet. Zéro nouveau méga projet de parti. Rien, pas une pelletée de terre. Et là, on a encore la même chose. On est dans un état de crise. On doit bouger comme jamais. Le gouvernement de libéraux canadiens va changer la donne. Mais là, t'es comme, sont où tes résultats depuis 11 mois? Hey, on a des accords dans 20 pays. Non, non. Tu n'as rien de signé pour des accords commerciaux. Tu as des intentions potentielles qu'un jour, on va faire des affaires, peut-être, sûrement. C'est ça qui a été fait avec tous ces voyages. Et le nouvel ordre mondial, ben, c'est se distancer des États-Unis pour s'ouvrir sur notamment la Chine, qui, à mon avis, n'est pas super trop stable. Donc, mais c'est Non, ça la c'est ça. narrative qui est présentée. Oui, exact. Écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres, Gabriel, puis au plaisir de se reparler bientôt. On te laisse aller, t'as une grosse journée. Les boys, merci beaucoup. Ça fait tout le temps plaisir. Puis quand vous avez besoin, n'hésitez pas. Merci Exact. beaucoup. Yes. Ben, écoute, en terminant, je remercie quelques-uns de nos commanditaires, Yann, avec nos amis de Ready for Canada pour les besoins que les gens peuvent avoir avec la paperasserie en immigration, notamment pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Nos amis de Ranch Brand pour les plus beaux vêtements de country au Québec, au Canada, business 100% québécois. Vous avez toujours votre code promo Yann 10. Il y a des super vêtements. C'est pas juste des t-shirts comme nous on a. Il y a des chemises, il y a des hoodies aussi qu'on aime beaucoup. Il y a des casquettes, il y a des accessoires. C'est vraiment super, super compagnie. On a également du côté des offres d'emploi, toujours BF Ventilation qui cherche un ferblantier contremaître, des gens pour la livraison aussi. Donc, dans le coin de Québec, si vous cherchez un emploi, faites parvenir vos CV. Si vous êtes plutôt dans le coin de Saint-Hyacinthe ou Saint-Ours, dans une des deux pavillons de TLF Dessin, on cherche des dessinateurs en bâtiment pour compléter l'équipe de nos amis TLF Dessin, dans le domaine du dessin industriel, les plans 3D. Et en terminant, parce que là, il y a eu quand même un peu de soleil, il va en avoir encore dans les prochains jours. Moi, je me suis servi de mon barbecue pour la première fois dans les derniers jours. J'ai fait cuire des onglets de bœuf qui étaient particulièrement délicieux. Donc, c'est ça. Barbecue Québec, Boucherville, Laval. C'est le temps, procurez-vous un barbecue de Mark Weber ou Napoléon, entre autres, avec tous les accessoires, les sauces et tout ce qu'il faut pour le barbecue. De notre côté, on va continuer sur Patreon. C'est un show un peu déconstruit pour les gens qui écoutent l'intégrale. Aujourd'hui, on était en Patreon avant que Gabriel arrive. On y retourne pour la fin du show. Dans un premier temps, on a parlé, dans un deuxième temps, je ne sais plus de quoi qu'on va parler, mais dans un premier temps, on a parlé finalement de toute la saga entourant le référendum, est-ce que PSPP va backer, oui ou non, et de gens là, qui nous reprochent maintenant d'être, comment ils disaient ça, on est les gardiens du temple, ça a l'air. Donc, on en parle dans la partie Patreon. Vous pouvez vous joindre à nous au patreon.com/Sénéchal ou encore sur YouTube et Spotify pour débarrer l'entièreté des podcasts.